Merci Étienne Blanc de nous accompagner pendant cette première demi-heure. Vous êtes sénateur du Rhône, membre des Républicains. On va évidemment parler de votre territoire et de la proposition de loi que vous comptez déposer. Mais d'abord, on l'a vu, l'actualité, c'est encore et toujours l'inflation. Et cette mesure annoncée ce week-end par Elisabeth Borne d'autoriser la vente à perte sur les carburants pendant une durée limitée. Est-ce que vous voterez cette mesure ? Je la voterai, mais je la voterai à contre-cœur. Et quel est le problème sur les carburants ? Le problème, ce ne sont pas les marges qui sont faites par les distributeurs ou par les entreprises pétrolières. Le problème, c'est les taxes. Et on a un gouvernement, et ce n'est pas le seul sujet, qui passe son temps à faire les poches des contribuables, des particuliers, des familles, qui fait les poches des entreprises, mais qui ne se pose pas la seule question qui vaille. Plus de 60% du prix d'un litre d'essence ou d'un litre de gasoil, c'est de la taxe fiscale ou parafiscale. C'est de la TVA, c'est de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, etc. C'est ça le fond du problème. Alors c'est un peu facile pour un gouvernement de dire les Français faites des efforts, les entreprises faites des efforts. Et lui, que fait-il ? Donc il aurait dû baisser les taxes plutôt que demander aux entreprises plutôt que d'autoriser la vente à perte ? Bien sûr, mais pour baisser les taxes, il y a un préalable. C'est que le gouvernement doit aujourd'hui revoir les politiques publiques. La France fonctionne mal, l'administration fonctionne mal, elle se bureaucratise et cette bureaucratie nous coûte terriblement cher. Ce travail-là, le gouvernement ne le fait pas. C'est ça le fond du problème. Alors allez chercher chez les particuliers, allez chercher dans les entreprises, c'est un peu trop facile. Mais du coup, vous la voterez ou pas la mesure ? Moi je la voterai, c'est évident, parce que les Français n'en peuvent plus. Donc si on peut baisser un tant soit peu le prix, oui. Mais dans le principe, et si on raisonne globalement, le gouvernement ne fait pas le job, pour employer un langage direct. Est-ce que vous êtes inquiet des conséquences de cette mesure sur les petites stations-service, notamment dans le rural ? Alors Bercy, hier, s'est engagé à des compensations. Est-ce que c'est suffisant selon vous ? Mais enfin, est-ce qu'on se rend compte de la situation ubuesque dans laquelle on est ? Enfin, est-ce qu'on s'en rend compte ? On va autoriser les ventes à perte, puis en même temps, on va financer les stations de distribution. Mais enfin, c'est une économie totalement administrée. Ce sont des décisions publiques qui administrent dans le détail la vie des Français et la vie des entreprises. Allons voir ce qui se passe chez nos voisins, chez nos partenaires. La France est un des derniers pays d'Europe à imaginer que le bonheur, il se fait avec la dépense publique. On a 54% de dépenses publiques, 45% de prélèvements obligatoires, et ça ne marche pas. Parmi les arguments invoqués par le gouvernement pour ne pas justement baisser les taxes, il y a la question de l'écologie. Le gouvernement dit on ne va pas continuer à subventionner des énergies fossiles. Est-ce que vous qui avez travaillé notamment sur la question de l'hydrogène, c'est ce type d'énergie qu'il faut financer ? Il faut arrêter de financer les énergies fossiles ? Bien sûr, on sait aujourd'hui que les énergies fossiles, elles émettent du carbone et que le carbone pose un problème à la planète. Il faut donc avoir une politique vigoureuse de transformer ces énergies fossiles en d'autres énergies. Et en l'état actuel des données scientifiques, il n'y a pas d'autre solution que de développer la filière nucléaire. Alors la filière nucléaire, à une époque, elle inquiétait, parce qu'il fallait beaucoup d'eau pour refroidir les centrales, et puis il y avait le problème des déchets. Mais aujourd'hui, avec la filière à neutrons rapides, on a apporté une réponse à ces deux soucis. On produit beaucoup moins de déchets et surtout, on brûle les déchets. C'est-à-dire ceux qui sont stockés, on peut les utiliser pour produire de l'énergie. Ça permet aussi à la France de se souvenir de ce qu'a fait Madame Voynet. Lorsque Madame Voynet a détruit Creys-Malville, lorsqu'elle a fait percer les cuves de Creys-Malville pour éviter qu'un jour Creys-Malville ne reprenne ses activités, c'était une technologie d'avenir sur la filière à neutrons rapides qui permettait d'apporter une réponse. Si aujourd'hui, nous avions Creys-Malville avec toutes les conséquences sur le plan scientifique des recherches que l'on effectue à Creys-Malville, la question de l'énergie, en tout cas de l'électricité, ne serait pas un problème pour la France. L'autre sujet d'actualité, c'est la question de l'immigration. Après la venue de milliers de migrants sur l'île italienne de Lampedusa, Gérald Darmanin s'est rendu hier soir en Italie, à Rome, rencontrer son homologue. Se pose la question de la venue de ces migrants en France, notamment via la frontière franco-italienne. Pour en parler, on va aller justement dans les Alpes-Maritimes, à Nice, retrouver Denis Caro. Bonjour Denis, merci beaucoup d'être avec nous. On est ravis de vous retrouver cette saison, Denis. Denis, directeur des rédactions du groupe Nice Matin. Quelle est la situation actuellement à la frontière italienne, Denis ?
La situation, elle est bien résumée dans le titre de ce matin, hein, faire face à l'urgence. C'est le mot d'ordre à la frontière italienne où les migrants tentent en permanence de rentrer en France. 30 000 d'entre eux ont été interpellés depuis le début de l'année par les policiers, les gendarmes et les douaniers présents sur place. C'est les chiffres qui ont été donnés hier par la préfecture des Alpes-Maritimes. Et pour la seule semaine du 8 au 14 septembre, c'est 15 000 personnes qui ont été arrêtés à la frontière. Alors hier soir, le préfet des Alpes-Maritimes a dû démentir une information qui a tourné une partie de la journée, l'installation d'un camp de migrants à la frontière. Il l'a dit hier soir, pas question pour l'État de voir grandir un Calais ou un Sangatte sur la Côte d'Azur, qui est depuis des mois et des années le passage obligé pour les gens qui tentent leur chance en Europe. Alors si la préfecture réfute le terme de camp, une solution est quand même à l'étude pour accueillir une centaine de migrants. Le préfet des Alpes-Maritimes explique que ça sera en quelque sorte une extension de la police aux frontières, mais on voit bien, au-delà des termes choisis par l'État, qu'il y a la nécessité de mettre en place une structure pour gérer l'urgence et faire face à cet afflux qui ne fait qu'augmenter. Alors en attendant, les associations s'organisent. On est allé à leur rencontre du côté italien, entre Vintimille et la frontière avec la France. Elles s'organisent pour distribuer de la nourriture et elles nous confirment que depuis quelques jours, et on voit là l'effet de Lampedusa qui ne va faire que s'accentuer, les migrants sont de plus en plus nombreux à se présenter. Alors j'en viens à ma question, monsieur le sénateur. On voit bien que nous sommes au cœur d'une crise qui va s'installer et qui va durer. Est-ce que l'attitude, la réaction du gouvernement français est à la hauteur de cette situation ? Je ne crois pas. Et cette question migratoire, elle pose d'abord un problème d'humanité. Notre civilisation, elle s'est construite sans doute sous l'influence d'une civilisation chrétienne, de cette phrase de saint Paul, « Tu accueilleras l'étranger ». Voilà. Et tout notre droit, il s'est construit sur ce principe-là. Hein, c'est l'accueil des gens qui sont persécutés dans le monde, c'est l'accueil des gens qui souffrent, c'est l'honneur de la France. Et puis d'un autre côté, nous avons aujourd'hui une véritable déferlante, et en raison de ces déferlantes, nous sommes amenés à nous poser la question de savoir qui nous accueillons et qui nous n'accueillons pas. Nous ne pourrons pas, comme disait Michel Rocard, accueillir toute la misère du monde. Et c'est là où il y a une faiblesse du droit français. D'abord, il y a une faiblesse du droit français, mais surtout une faiblesse du droit européen. Le droit français, il est placé sous l'autorité du droit européen. En fait, nous appliquons des directives, mais une jurisprudence européenne. Nous ne sommes plus libres. Et c'est la première question que doit se poser le gouvernement français. J'ai lu avec beaucoup d'attention le petit opuscule d'Édouard Balladur lorsqu'il parle de la reconquête d'une politique européenne par la France, politique plus claire, plus ferme, plus souveraine sur un certain nombre de sujets. C'est la première question. On ne peut pas parler et ne pas avoir la maîtrise de ce que l'on dit. Gérald Darmanin n'a pas la maîtrise du droit. Il faut que nous la retrouvions. Et puis la deuxième chose... Mais comment on fait ? Ça veut dire qu'on sort des règles de l'Europe. Ça veut dire qu'on considère que sur la question de l'immigration, c'est le droit national qui prime. Ça veut dire que les nations doivent reprendre la main sur ce sujet-là. Moi, c'est un sujet sur lequel j'ai changé d'avis. Parce qu'avec Schengen, ça devait être une question européenne. Ça ne marche pas. Il faut le constater. Il faut que la France reprenne la main. Donc quand Gérald Darmanin dit qu'il faut surveiller les frontières extérieures de l'Union européenne, vous vous dites non, c'est les frontières françaises qu'il faut renforcer ? Il faut surveiller les frontières européennes et il faut avoir un droit que nous maîtrisons qui nous permet de décider de qui nous accueillons ou nous n'accueillons pas sur notre sol. Ça veut dire qu'il faut il faut avoir plus de temps pour décider. Ça veut dire que l'OFPRA, lorsqu'elle instruit un dossier, doit s'assurer que la personne est à sa disposition et que si nous ne l'accueillons pas, elle est reconduite à la frontière. Donc, une politique de soutien à l'OFPRA pour que l'OFPRA décide plus vite. Un dispositif juridique qui permet de reconduire plus facilement à la frontière. Oui, on a des difficultés avec les laissez-passer consulaires. Oui, il y aura des obstacles. Mais la diplomatie fera face, c'est pas la première fois. Et puis surtout, un choix. Que le gouvernement nous dise
qui peut rester en France, qui ne peut pas rester en France. Il y a un sujet qui ne peut pas se discuter, ce sont les personnes qui sont réfugiées pour des raisons politiques, qui sont persécutées dans leur pays. On peut parler aujourd'hui de la Syrie, on peut parler de ce qui va se passer, hélas, au Niger, au Mali et au Burkina Faso, où les mouvements intégristes islamiques sont en train de recréer un califat. Ça va poser des problèmes migratoires énormes. Donc, ce sujet ne se discute pas, la France doit accueillir. Et puis il y a le reste, et notamment l'immigration économique. La France ne pourra pas faire face. Moi, vous voyez, je suis lyonnais et je déambule comme un grand nombre de Lyonnais dans les rues de ma ville et je vois cette misère qui déferle chez nous. La France ne peut pas les accueillir. Donc ça veut dire que là, parmi les milliers de gens qui ont débarqué à Lampedusa ces derniers jours, il faut en accueillir aucun? Mais je ne dis pas aucun, parce qu'il y a des raisons qui sont des raisons parfaitement légitimes de rejoindre le territoire européen, parce qu'on est persécuté, parce qu'on a des problèmes majeurs. Là, on a tous les dispositifs juridiques, mais on ne peut pas accueillir tout le monde. Il faut faire des choix. Mais là, il faut aider l'Italie ou pas? Comment? Il faut aider l'Italie ou pas? Vous dites c'est à l'Italie de gérer. Évidemment aider l'Italie. Moi, je trouve scandaleux que l'Europe soit aussi légère sous le soutien à l'Italie. C'est un peu facile. Les côtes grecques et les côtes italiennes sont exposées en premier chef et ils sont européens. Donc évidemment que nous devons accompagner les Italiens. Et puis évidemment, il y a une situation d'urgence. Donc il faut répondre à cette urgence. Mais ce n'est pas parce que nous accueillons les personnes qui sont à Lampedusa qu'on doit leur donner un titre de séjour à perpétuité sur le territoire français. Denis ? On est face à une crise migratoire, une crise humanitaire également, hein, vous venez de le souligner. L'Europe est face à ses responsabilités, vous l'avez évoqué aussi. Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien, et la présidente de l'UE, Ursula von der Leyen, ont appelé à la solidarité des Européens. Est-ce qu'elles ont tort d'appeler à cette solidarité ? Dans l'urgence, il faut évidemment que la solidarité des Européens joue. On ne peut pas laisser l'Italie dans cette situation et se fermer les yeux. L'Italie fait partie intégrante de l'Europe. L'Italie est en premier chef impactée par ce qui se passe en Syrie, par ce qui se passe en Libye, en Tunisie et dans la géographie saharienne et subsaharienne. Donc évidemment qu'on doit accompagner l'Italie. Si on n'accompagne pas l'Italie, l'Europe n'a aucun sens. De dire mon voisin se débrouille, c'est pas l'Europe, ça. Hein. L'Europe doit évidemment accompagner l'Italie. Mais, et je le redis, pour les personnes que nous accueillons en France, nous devons faire un choix et nous devons dire qui nous accueillons, qui nous allons intégrer. Un autre sujet, accueillir oui, mais intégrer aussi, et qui nous ne pourrons pas accueillir parce que nous n'en avons plus les moyens. Mais c'est ce que dit Gérald Darmanin dans son projet de loi immigration, ça fait partie Alors moi j'attends de le voir. Son projet de loi. Oui, est-ce que vous pourriez le voter, ce texte ? Mais moi, si le texte répond à ce que je viens de dire, un droit européen plus clair, un affichage de principes juridiques, mais aussi une politique migratoire, mais moi je le vote. En revanche... Donc pour vous, la question des titres de séjour dans les métiers en tension, ça c'est une ligne rouge ou c'est pas une ligne rouge ? Pour moi, c'est pas une ligne rouge. Pour vous, c'est pas une ligne rouge. Je diverge un peu de ma formation politique. Je pense qu'il y a un nombre de sujets sur lesquels on peut ouvrir la porte et discuter. Non, pour moi, la ligne rouge, c'est le droit européen. Si on reste soumis à la jurisprudence européenne, notre texte, ce sera un coup d'épée dans l'eau. Parce que vous aurez un juge d'un tribunal administratif qui décidera d'une application directe du droit européen et nous ne pourrons pas reconduire à la frontière. On ne peut pas rester dans cette situation où moins de 10% des reconduites à la frontière sont honorées. Donc pour répondre très clairement à votre question, moi si sur ces sujets-là, j'ai une réponse précise et surtout crédible, hein, parce que écrire un texte, c'est bien, l'appliquer, c'est un peu différent. Donc, moi, je veux une réponse crédible sur ces questions-là, mais je ne souhaite pas que mon pays change de nature. Hein. C'est une France qui s'ancre dans des racines chrétiennes. Les drames humains, on ne peut pas fermer les yeux. On va remercier Denis Caro. Merci Denis d'avoir été avec nous. Les répercussions sur la côte de l'afflux de migrants à Lampedusa, c'est à la une de Nice Matin, faire face à l'urgence. C'est votre titre ce matin. Merci beaucoup, merci Denis d'avoir été avec nous. On va parler de votre territoire maintenant. Étienne Blanc, vous allez déposer une proposition de loi pour mettre fin à la métropole de Lyon telle qu'elle existe aujourd'hui. On va voir les détails de votre texte avec Alex Poussard qui nous rejoint. Bonjour Alex. Bonjour Ariane, bonjour Étienne Blanc. Et
Étienne Blanc, avec le député Les Républicains du Rhône, Alexandre Vincent Dève, ont déposé une proposition de loi pour mettre fin à la métropole de Lyon. En quoi ça consiste? Alors, pour bien comprendre, il faut remonter avant 2015, quand il n'y avait pas de métropole de Lyon, mais une communauté urbaine de Lyon. C'était une intercommunalité assez classique où chaque commune était représentée par des élus issus des élections municipales. À l'époque, cette communauté urbaine de Lyon avait comme compétence l'urbanisme, la gestion des déchets, le développement économique ou encore l'habitat social. Et à partir de 2015, eh bien, une loi, la loi MAPTAM, a remplacé la communauté urbaine de Lyon par la métropole de Lyon en créant une collectivité avec un statut spécial. D'abord des conseillers métropolitains élus par les citoyens lors d'élections métropolitaines, des conseillers qui ne représentent plus directement les communes mais 14 circonscriptions géographiques de l'agglomération lyonnaise. Et puis cette métropole de Lyon a gardé les compétences de la communauté urbaine mais a pris des compétences supplémentaires, celles du département, à savoir la protection de l'enfance, la gestion des collèges, le versement du RSA. C'est un statut unique en France et ce que prévoit votre proposition de loi Étienne Blanc, eh bien, c'est de revenir à une communauté urbaine de Lyon avec des élus représentant chaque commune, mais tout en gardant les compétences du département. Qu'est-ce que ça changerait concrètement ? Eh bien, l'idée, c'est que chaque commune de l'agglomération lyonnaise retrouve un pouvoir de décision dans cette collectivité, car aujourd'hui, eh bien, les conseillers métropolitains sont beaucoup moins liés aux communes, car ils représentent d'abord les citoyens qui les ont élus. Et puis, cela changerait aussi le rapport de force politique. On le rappelle, la métropole de Lyon est dirigée par une majorité écologiste qui a obtenu plus de voix aux dernières élections métropolitaines en 2020. Et revenir à une communauté urbaine et à son mode de scrutin basé sur les communes serait plus favorable à la droite lyonnaise qui dirige beaucoup de petites et moyennes communes. Au total, pour information, 44 communes sur les 59 de la métropole de Lyon sont dirigées par la droite et le centre. Et donc dans une communauté urbaine, eh bien, la droite, actuellement minoritaire en voix, majoritaire en nombre de communes, pourrait plus facilement se retrouver aux commandes. Étienne Blanc, une métropole de Lyon avec des conseillers métropolitains élus directement, clairement par les citoyens, c'était assez démocratique. Pourquoi y mettre fin ? Parce que ça ne marche pas. Et en élisant directement les conseillers métropolitains, vous créez une légitimité issue du suffrage universel. Et vous avez une légitimité du maire qui est élu avec son conseil municipal. Vous avez deux légitimités qui se heurtent. Un exemple tout simple. La commune de Saint-Genis-Laval. Le maire de Saint-Genis-Laval, la mairesse de Saint-Genis-Laval, n'est pas élue au conseil métropolitain. C'est son opposant, l'as du vélo, et qui était très attaché au développement des pistes cyclables. C'est lui qui est élu à la métropole et qui s'occupe de la mobilité. Donc vous avez un maire légitime et c'est son opposant qui fait la politique communale sur la mobilité. Un autre exemple tout simple, vous êtes maire. La métropole souhaite un aménagement sur votre commune. Vous n'êtes pas d'accord, pour des raisons, parce que vous êtes proche de vos concitoyens, ils vous disent « mais ça ne marche pas, on ne veut pas de cet aménagement-là ». La métropole, si. Ils disent « mais si, moi je vous l'impose », et la métropole le fait, elle peut se passer de l'avis du maire. Mais non, quoi, les citoyens, quand ils se plaignent, ils vont tirer la sonnette de leur maire en disant « mais enfin, écoutez, ça ne va pas du tout ce que vous faites ». Le maire dit « mais j'y peux rien, c'est pas moi, c'est la métropole ». Donc le maire se fait tirer les oreilles sur un dossier avec lequel il n'est pas d'accord. Et vous pouvez multiplier les exemples à l'envi d'opposition de ces deux légitimités. Il faut arrêter ça. C'est invraisemblable et c'est incohérent. Mais ça arrive fréquemment qu'il y ait différentes majorités politiques entre une commune et la collectivité supérieure, par exemple le département. Ça participe finalement du dialogue entre les élus. Bien sûr, sauf que là, vous êtes sur deux collectivités territoriales qui sont sensiblement sur les mêmes champs de compétences. Allez, on reprend l'aménagement de la voirie. Qui est-ce qui est responsable des pouvoirs de police? Il reste au maire. Donc, c'est ça. Et la deuxième chose, vous savez, j'ai été maire très longtemps d'une commune très proche de la Suisse. En Suisse, vous gouvernez sur des sujets en vous mettant d'accord avec vos opposants, mais il y a un dialogue, il y a une discussion, il n'y a pas d'impérium. Aujourd'hui, vous avez le président de la métropole qui dit « c'est comme ça, c'est pas autrement ». Tout le monde derrière moi et je ne veux pas voir dépasser une oreille. Ça n'est pas démocratique. Voilà, ça n'est pas démocratique. Je pense que en matière de coopération intercommunale, c'est le dialogue, c'est l'échange. On fait un pas, on accepte, on discute, et puis finalement on trouve la voie du bien commun. Aujourd'hui, c'est pas la voie du bien commun, c'est l'impérium métropolitain qui s'impose. Est-ce que vous pensez que votre proposition de loi peut être adoptée par le Sénat ? Ah ben j'espère. Très clairement, si dans cette assemblée qui défend pied à pied les libertés communales, on me dit, mais Étienne Blanc, ta loi, elle tient pas la route.
C'est à n'y plus rien comprendre. Vous en avez parlé avec d'autres élus ? Bien sûr, j'en ai parlé à beaucoup d'élus. Et puis je siège dans le groupe LR. Oui, qui sont d'accord avec vous. Dans le groupe LR, régulièrement, on se pose la question de l'intercommunalité. L'intercommunalité, elle est en train de se substituer aux communes. Moi, je rêve d'un texte dans lequel on écrit à l'article 1er, l'intercommunalité, elle est au service des communes. Au service des communes. Je suis maire, j'ai un pouvoir. Il faut renforcer la commune. Et puis, sur un certain nombre de sujets, il faut constater que la commune, elle seule, n'y arrive pas. Vous l'avez très bien dit, les ordures ménagères, l'eau, l'assainissement. Là, clairement, les ordures ménagères, quand vous construisez un incinérateur, le périmètre, il ne peut pas être communal. Oui, on coopère avec ses voisins. On se met d'accord sur un périmètre. On le discute d'ailleurs avec la région, le périmètre. Voilà. Donc, on coopère, mais on ne subit pas un impérium. Et on se pose la question aujourd'hui, on dit, mais les maires, ils sont critiqués. Aujourd'hui, ils sont même violentés, ce qui est vrai. Mais leur autorité... Puis l'intercommunalité, toute une série d'autres sujets, on ne cesse de diminuer leur pouvoir. Et quand on diminue leur pouvoir, on efface leur responsabilité. La France aujourd'hui a un véritable problème, identifier les élus, qui fait quoi, et savoir qui est responsable d'une politique. Mais est-ce que du coup, à Lyon, comme à Paris ou à Marseille, il faut que le maire soit élu au suffrage universel direct ? C'est toute la question. Ça, c'est un deuxième texte. Le système de la ville de Lyon à côté, la loi PLM, ça ne fonctionne plus. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais ça serait votre souhait, sur lequel je ne suis pas allé. Je pense qu'il faut regarder la question. C'est pas une urgence. Quand on a fait... mais je pense que ça devient une urgence. Aujourd'hui, à Lyon, un maire d'arrondissement, c'est l'illusion du pouvoir. Il n'a pas de budget, il n'a pas d'impôt, il n'a pas d'autorité, il ne pilote pas les questions de sécurité, de police municipale ou autre. Donc il a l'illusion du pouvoir, mais il a le titre. Voilà. On est dans une démocratie, on distribue des titres, mais on ne donne pas les responsabilités. Mais finalement, et à Lyon, c'est ça sur PLM. Mais finalement, Étienne Blanc, sincèrement, est-ce que votre volonté de redonner du pouvoir aux communes dans la gestion de l'agglomération lyonnaise, c'est pas aussi une stratégie pour que la droite reprenne les commandes par rapport aux écologistes ? Très clairement, mais qui va reprendre les commandes ? Vous avez, parce que la droite... Il n'y a personne pour prendre les commandes. Attendez, non, c'est pas ça. C'est que quand on me dit, mais c'est une proposition de loi LR, mais c'est pas vrai. Moi, j'ai présidé une réunion lundi, la semaine dernière, jeudi dernier, qui était en face de moi ? Il y avait des maires centristes, et c'était oui, pas la droite et le centre. Des centres droits. Il y avait aussi des centres qui étaient pas marqués à gauche, mais plutôt dans ces tendances-là. Donc c'est pas une proposition de loi LR. Moi, ce sujet politique ne m'intéresse pas. La seule chose qui m'intéresse, c'est de sauvegarder les communes de cette métropole qui sont en train d'être écrasées par un pouvoir métropolitain qui les affaiblit et qui souvent les méprise. Merci Alex, merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure. On continuera à parler d'immigration et de droit européen. Ce sera évidemment à suivre dans le club. On va parler de votre président de région, Étienne Blanc, Laurent Wauquiez, dont Éric Ciotti a reparlé lors de la rentrée des Républicains, comme le candidat des Républicains pour 2027. Pour vous, ça doit être lui ? Moi, je ne pense pas que le moment est aujourd'hui propice à choisir un candidat à la présidence de la République. C'est très clairement les Français, et je ne suis pas sûr que ce soit leur préoccupation essentielle. Quant aux Républicains, qui ont fait moins de 5% aux dernières élections présidentielles, qui sont en train de disparaître du paysage politique, parce que c'est l'élection présidentielle qui fait la politique. Donc pour vous, ils sont voués à la disparition ? On va voir comment les choses vont se passer aux européennes. Mais c'est vrai qu'il y a une spirale... C'est qui tout double, les européennes ? Pardon ? C'est qui tout double ? Si les Républicains échouent, ils disparaissent ? Ça sera disparaître, il ne faut pas exagérer non plus. Mais je crains que les Républicains ne deviennent à la droite ce que le Parti radical est à la gauche. Une force d'appoint. Vous voyez, Parti radical, on constitue un gouvernement, on dit tiens, on est dans le sud-ouest, parce que c'est assez radical. Donc, à un moment, c'était M. Baillet qui serrait de lampiste, on allait le chercher, on le mettait dans un gouvernement, on a les radicaux avec nous. Je ne veux pas ça pour ma formation politique. Parce que la France a besoin d'un grand parti de centre-droit. Et la question qui se pose, c'est pas de choisir un candidat présidentiel. Et la question qui se pose, c'est pas d'avoir une stratégie présidentielle. La question qui se pose, c'est de reconstruire une pensée qui permet aux Français de croire en nous. Et là, vous avez un certain nombre de personnalités qui aujourd'hui émergent. Je travaille beaucoup avec David Lisnard. D'abord parce que je crois que les collectivités de base, je viens de l'expliquer à l'instant, les communes, c'est l'essentiel. La subsidiarité, ça passe par un renforcement des pouvoirs locaux.
parce que les élus municipaux sont responsables. Et puis surtout, David Lisnard est sur un sujet qui m'a toujours passionné. J'ai été député, j'ai fait 3 mandats de député et j'ai travaillé sur des lois de simplification. C'est le dysfonctionnement de notre administration et des services de l'État. Il faut mettre un terme à cela, de l'hôpital, de la justice, etc. Il faut gérer au mieux l'argent public et rendre la dépense publique efficace. Bon, donc lui, il pourrait être votre candidat pour 2027, David. En tout cas, il est sur un sujet que je crois absolument essentiel pour l'avenir de la France. Donc avant de parler de personne et de savoir si c'est Xavier Bertrand, Laurent Wauquiez ou David Lisnard, je pense qu'il faut parler du fond, quoi. C'est ce qu'attendent les Français. Merci Étienne Blanc. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup d'avoir été notre invité pendant cette première demi-heure.